Nous sommes en guerre. L'ennemi pour vous n'est pas Poutine, mais Emmanuel Macron. Absolument. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser les déclarations percutantes d'un général français que vous connaissez sûrement. Cet homme n'a pas sa langue dans sa poche et partage sa vérité sans détour. Je vous propose un extrait de son interview et nous allons la décortiquer ensemble. Depuis 7 ans que M. Macron est au pouvoir, qu'a-t-il fait pour redresser la France? C'est lui qui l'a détruit. Il n'y a pas besoin de M. Poutine. Voilà, donc j'affirme que c'est lui, le liquidateur, le destructeur de la France. C'est lui qui devrait partir s'il avait un peu d'honneur. Mais c'est un mot qui doit être absent de son vocabulaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voici André Coustou, ancien général de l'armée française. L'armée n'est pas une simple entreprise aux mains d'un manager. En 2021, il a signé la célèbre tribune des généraux, poussant Macron à réagir. En 2020, il a fait parler de lui en déclarant qu'il offrirait volontiers sa dose de vaccin au président de la République. Mais lors d'une interview accordée aux médias Nexus en mars, il est allé encore plus loin, ne mâchant pas ses mots contre Emmanuel Macron. Depuis cet entretien, André Coustou a révélé avoir reçu des menaces de mort en raison de ses propos. Vous avez reçu des menaces, Gérald Coustou, vous en avez déjà parlé, on en a parlé au téléphone. Alors, qu'est-ce que vous avez reçu, qu'on sache, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un coup de fil, c'est un mot, c'est un mail, c'est quoi? Je vais vous dire, d'abord quand j'ai reçu cette menace, je me suis demandé si c'était sérieux ou de l'intimidation. Alors, permettez-moi de lire un confrère, peut-être un concurrent, Campagnol. Allez-y, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de concurrent. C'est très court. Oui, je vous en prie. Il m'est avoué que ce général va éclater une basket sur un chemin de montagne. Ça, c'est après être passé chez vous, M. Berkoff. Il faisait allusion au général Georges Lain. Oui. Il était sous la présidence de M. Mitterrand. On se souvient de M. Bérégovoy et de Grossouvre, suicidés l'un avec deux balles dans la nuque. Hein. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que les puissants, lorsqu'ils sont gênés par des gens qui en savent trop, n'hésitent pas à les supprimer. On m'a donné le résultat des courses, j'avais deux options. Soit je me taisais jusqu'à l'élection européenne, et auquel cas, rien ne se passerait pour moi. Je ne vois pas pourquoi cette date, mais c'est comme ça. Soit je continue de parler, et à ce moment-là, je peux avoir une crise cardiaque. Une crise cardiaque. On vous l'a dit comme ça? On vous l'a formulé comme ça? Alors, il peut vous arriver une crise cardiaque. Voilà, ça ne m'intimide absolument pas. Et pour qu'il m'empêche de parler, il faudra effectivement qu'il me supprime. Restez attentifs à la suite. Et même si vous ne voulez pas vous abonner, laissez au moins un pouce bleu et partagez cette vidéo avec vos amis pour aider au référencement. Bon visionnage. Général, merci beaucoup de me recevoir à votre domicile pour cet entretien. Nous allons donc parler de l'Ukraine, de M. Macron, de la Russie et de l'OTAN. Général Coustou, récemment, Emmanuel Macron a donc lancé une diatribe à l'encontre de Vladimir Poutine, laissant entendre que la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Discours du reste très officiellement contesté par un grand nombre des partenaires de l'OTAN. Comment avez-vous réagi, Général Coustou, à ce discours va-t-en-guerre? Je vois deux façons de répondre à cette question. Une positive et l'autre qui l'est moins. En réalité, les deux sont négatives. La première, c'est qu'on peut remercier M. Macron de cette déclaration tonitruante. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un tollé de la part des pays européens, de l'OTAN et même des États-Unis qui ont réaffirmé le non-engagement de troupes au sol en Ukraine. Ça veut dire que Vladimir Poutine est tranquille. Il sait que nous n'irons pas l'affronter sur le champ de bataille. Donc il suffit qu'il continue de dérouler son opération spéciale et nous sommes pratiquement assurés qu'il n'y aura pas la guerre. C'est ça le point positif. Merci M. Macron. Mais le revers de la médaille, c'est que nous montrons par là aussi notre faiblesse, notre vulnérabilité
et l'impossibilité concrète pour l'OTAN aujourd'hui d'affronter la Russie en face à face. Voilà, ce sont les deux approches que je fais. Alors maintenant, mais peut-être qu'on va y venir, la question est de savoir quel est l'ennemi pour nous. Alors, quel est-il, selon vous, pour vous? Alors, on peut raisonner au premier, au deuxième ou au troisième degré. L'ennemi, il faut distinguer la menace qui est potentielle et l'ennemi qui est présent. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Nous avions alerté le gouvernement afin que le délitement de la France cesse. Depuis, qu'y a-t-il de nouveau? Rien. La situation a empiré. J'ai quelques ouvrages. La liste n'est pas exhaustive. Macron, le fossoyeur de la France. Macron, le grand liquidateur. La France vendue à la découpe. Les liquidateurs. L'homme qui n'aimait pas la France. Les traîtres. Il y en a bien d'autres. Et puis, il y en a un que je n'ai pas, qui est la cerise pour le gâteau, Le traître et le néant, écrit par messieurs Davé et Lhomme, qui avaient eux-mêmes interviewé le précédent président de la République. Le voilà l'ennemi. Celui qui détruit la France, ce n'est pas une menace, il est présent, il agit selon un logiciel qui n'est pas le nôtre. Il piétine la Constitution. Il est l'ennemi du peuple français parce qu'il veut faire de la France ce que les Français ne veulent pas qu'il fasse. Et on peut vous dire, on peut vous opposer, Général Coustou, foutaise, calomnie. Parmi les titres que j'ai cités, combien d'auteurs ont été traînés devant les tribunaux? À ma connaissance, aucun. Ce qui montre bien que ce qu'ils disent est avéré, sourcé, prouvé. Je ne suis pas écrivain, je ne suis pas journaliste d'investigation. Ça me suffit. L'ennemi pour vous n'est pas Poutine, mais Emmanuel Macron. Absolument. Je signe et je leur demande. C'est lui qui détruit la... Qu'est-ce qui va en France aujourd'hui? L'armée est chargée de défendre le peuple français, la France et le peuple. Je suis président d'honneur de Place d'Armes, qui a pour raison sociale d'entretenir le lien entre l'armée et la nation. Qu'est-ce qui va bien en France aujourd'hui? Hormis peut-être encore un peu l'armée, qui est échantillonnaire, ce n'est pas moi qui le dis, est-ce que l'hôpital va bien? La santé, l'agriculture, l'industrie, que sais-je encore? Depuis 7 ans que M. Macron est au pouvoir, qu'a-t-il fait pour redresser la France? C'est lui qui l'a détruit. Il n'y a pas besoin de M. Poutine. Voilà, donc j'affirme que c'est lui, le liquidateur, le destructeur de la France. C'est lui qui devrait partir s'il avait un peu d'honneur. Mais c'est un mot qui doit être absent de son vocabulaire. Pour son discours, pour revenir, Général Coustou, sur le discours d'Emmanuel Macron le 27 février, je crois, dans lequel il suggérait, il envisageait en tout cas l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Pour quelles raisons militaires, s'il en existe, vous allez sans doute me dire que oui, pour quelles raisons militaires cet engagement est-il une folie? Bien d'abord, nous n'avons pas les moyens. Et c'est trop officiel. En guerre de haute intensité, l'armée française serait capable de tenir pendant 3 jours sur un front de 80 km. Oui, c'est ce que dit un rapport parlementaire. Ça, c'est clair. Nous n'avons pas les moyens. Alors, d'ailleurs, on voit bien toutes les difficultés que l'OTAN a à contenir cette avance russe. Nous qui devions la balayer d'un revers de main, nous avons toutes les peines du monde. Nous sommes incapables. En plus, n'oublions pas que la Russie détient une arme que nous ne possédons pas et que nous ne pouvons ni intercepter ni détruire. C'est la fameuse arme hypersonique. Il ne faut pas oublier que, à une seule frappe, une seule bordée, disons, la Russie serait capable d'envoyer par le fond tous les porte-avions américains. Nous ne faisons pas le poids à l'heure actuelle face à la Russie.
C'est pour ça que c'est folie, concrètement. En fait, Et envoyer des troupes à la mort, directement. absolument. Mais ceux qui les enverraient n'iraient pas en première ligne. C'est-à-dire le président, notre gouvernement et tous les godillots du Parlement, je pèse mes mots, ce ne sont pas eux qui vont aller en première ligne. Ils répondent à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Ils n'ont que faire du peuple français qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'aiment pas. En fait, le sujet est très simple pour moi. Nous ne sommes pas dans le même logiciel. Je me permets de faire, je ne sais pas si la publicité est autorisée. On peut. On est sur un média libre. Je ne fais que recommander ce livre que je suis en train de lire, La mafia et la Maison Blanche, de Jean-François Guéraud. C'est absolument sidérant. Dans ce livre, il explique comment les présidents américains, depuis fort longtemps, et jusqu'au président Obama, je n'ai pas fini le livre, sont complètement tenus par la mafia. Et là, on comprend bien que tout ce qui se passe sur la planète en général et en France en particulier dépend de ce pouvoir occulte, c'est-à-dire l'oligarchie financière internationale et cette mafia dont le nom avait même été interdit aux États-Unis. Voilà. À partir du moment où on a compris ça, on comprend la guerre en Ukraine. Le peuple ukrainien, c'est la grande victime de cette guerre. Mais l'enjeu, et on le sait bien, c'est le bras de fer entre le dollar qui assied la puissance américaine et la Russie qui est la puissance montante. Et les BRICS. Exactement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 40 États sur la planète qui suivent les États-Unis, dont nous, qui sommes, je vais être un peu brutal, un quasi-protectorat américain. On peut se voiler la face. Justement, on en parlera dans quelques secondes. Bon. Et puis, par ailleurs, il y a 150 États qui piétinent et qui sont face à ce monde occidental qui ne se rend même pas compte qu'il est en train de perdre la main. Avec nous, en pole position. Général Coustou, imaginons que le chef de l'État français décide, malgré tout, l'envoi de troupes au sol en Ukraine. L'armée peut-elle désobéir ? Bonne question. Les chefs peuvent-ils désobéir ? C'est délicat. Alors d'abord, il faut savoir que la circulaire Palagos, dans le Code de défense, prévoit le devoir de désobéir à un ordre manifestement illégal. Manifestement illégal. Et comment juger s'il l'est ou s'il ne l'est pas ? Alors, je vais vous donner deux exemples concrets. Un capitaine ou un lieutenant a un prisonnier qu'il veut absolument faire parler et dans l'ordre à ses subordonnés de la faire parler, y compris par leur torture. Là, c'est clair, le subordonné a le devoir de ne pas obéir parce que la torture est interdite en France, est interdite par les traités que nous avons signés dans le cadre des conventions de Genève, etc. Ça, c'est clair. Dans l'action, ce n'est pas toujours aussi facile. En plus, quand l'ordre vient du président de la République, c'est beaucoup plus délicat. Il n'empêche, je vous donne un exemple concret. En 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes, le chef des armées, qui est le président, avait donné l'ordre ou les directives pour que l'armée soit interposée entre d'une part les manifestants et d'autre part le Palais de Bourbon et l'Élysée, avec l'autorisation, si nécessaire, de tirer sur les manifestants. Gravissime. Alors, ce que je sais de sources sûres, c'est que le commandement ne l'a peut-être pas fait de façon brutale. Avec un peu de diplomatie, il a fait comprendre au président qu'il ne tirerait pas sur la foule. Ce que je veux dire, c'est que la légalité, elle est celle des textes, elle est celle aussi de la situation du moment. L'armée française n'est pas là pour tirer sur le peuple, elle est là pour le défendre. Elle n'est pas là pour tirer sur le peuple pour défendre le président, elle est là pour défendre le peuple. Voilà. Alors, la légalité, donc, c'est quelque chose qui se discute, il y a des cas de jurisprudence, mais le soldat
a le pouvoir de désobéir. Je citerai quelqu'un qui est indiscuté, le maréchal Lyautey. Le maréchal Lyautey avait dit que l'indiscipline est la marque des grands chefs. Ce qui veut dire que dans certaines circonstances, le chef est en mesure d'apprécier en conscience s'il doit ou pas obéir. Question délicate. Il n'est pas régi par les textes d'une manière rigoureuse. Mais nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des êtres humains. Et nous avons, nos chefs, je ne suis plus aujourd'hui, l'immense responsabilité de la vie de notre subordonné. Donc tout cela nous amène à nous sacrifier s'il le faut pour remplir la mission, mais pas au prix de n'importe quoi. Donc la légalité, elle rejoint la notion de légitimité. Existe-t-il d'autres exemples, Général Coustou, des exemples publics, officiels, démontrant que l'armée française s'est déjà opposée à un ordre du chef de l'État? Celui-là, déjà pas mal. Je sais qu'il y a des unités, par exemple, de gendarmerie, qui ont baissé le bouclier, à Nice en particulier, car ils avaient reçu l'ordre d'intervenir face à une foule qui était pacifique. Et le responsable, qui a d'ailleurs eu les félicitations de hiérarchie, a refusé de charger le peuple. Bon, sinon, des exemples, il y en a dans l'histoire, mais on l'a connu dans l'histoire des exemples où l'armée a chargé. Aujourd'hui, je pense que ça ne se ferait plus. Alors, récemment, on a parlé de ce qui s'est passé en mer Rouge. Bon, c'est un peu difficile. Vous pouvez rappeler les faits, Général? Bon, alors, il y a des je ne sais pas comment on peut les appeler, des rebelles qui, à partir du Yémen, tirent sur les bateaux qui alimentent Israël au motif qu'ils sont la voie du Hamas. Et que c'est pour venger le Hamas qu'ils agissent de telle manière. Alors, on a dit que l'état-major français avait refusé de tirer sur ces rebelles. En fait, il y a différentes explications. Celle qui me paraît la plus plausible, que j'ai eu quand même d'une source assurée, c'est que le président lui-même a été convaincu de ne pas agresser ces rebelles en étant à côté des États-Unis, mais non dans leur sillage pour l'action, parce que cela pouvait être la mèche qui allumait le feu dans nos banlieues. Hypothèse plausible. Sachant par ailleurs que nous alimentons Gaza en matériel de santé, par exemple. Donc il ne faut pas être trop manichéen. Donc cet apparent refus d'obéir n'est peut-être qu'une explication de façade qui a consisté, sur le fond, à convaincre le président de ne pas agir ainsi, mais lui-même, je pense, est conscient des risques de contagion de la colère de ces rebelles. Général Coustou, il y a quelques heures, Emmanuel Macron est revenu devant la presse tchèque sur son fameux discours du 26 ou du 27 février, je n'ai plus la date exacte, indiquant qu'il, je cite, refusait toute escalade avec la Russie. C'est ce qu'il vient de déclarer devant la presse tchèque. Le 26 février, je le rappelle, il envisageait l'envoi de troupes au sol. Quelques jours plus tard, il affirmait ne pas vouloir d'escalade avec la Russie. Alors ma question est la suivante. Un jour noir, l'autre jour blanc. Pensez-vous que cette posture ou la confusion permanente entretenue participe à aggraver le discrédit de la France à l'étranger? Est-ce qu'on peut encore aggraver le discrédit de la France à l'étranger? On pourrait aussi évoquer sa déclaration en Suède au sujet de l'européanisation de la dissuasion nucléaire française. Là encore, alors, je crois qu'aujourd'hui, la France est complètement discréditée. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères proclame encore que la France a une politique étrangère ambivalente. Ce qui a fait sursauter mon avocat,
avec qui j'ai adressé le 20 novembre dernier une lettre ouverte au président de la République, Maître Fabrice Bonnard, parce que lui est un spécialiste du droit international. Nous l'avions interviewé d'ailleurs. Oui, alors comment voulez-vous que nous soyons crédibles si c'est une fois blanc, une fois noir? Mais ça, c'est officiellement déclaré par le ministère. Est-ce que ça pourrait faire, Général Coustou, est-ce que ça pourrait faire partie d'une stratégie de jouer au chaud et au froid en permanence? J'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure. Nous n'avons pas le même logiciel. Nous n'avons pas le même référentiel de raisonnement. Pour ces gens-là, la vie n'a pas de valeur. Ils n'en ont rien à faire. Que le Français aille se faire tuer en Ukraine, qu'est-ce que ça peut lui faire? J'en reviens à ce livre-là. Ces gens-là ont un logiciel qui n'est pas le même que le nôtre, peuple. Le problème, c'est que légalement, le président est toujours au pouvoir. Il fait ce qu'il veut. Je rappelle quand même que dans la Constitution, il est écrit que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Rappelons-nous le dernier sketch, pardonnez-moi, mais j'ai une fille, un genre qui sont agriculteurs. Hein. Quand je parle de sketch, c'est plutôt le drame qui a eu lieu au Salon de l'Agriculture. Bon, il est capable de n'importe quoi. Pourquoi ils ont refusé le grand débat? Parce qu'ils savent très bien que c'est un grand blabla. La gouvernance actuelle s'appuie sur le mensonge et la communication. Ceci dans un bain de corruption qu'on n'imagine même pas. Donc, ces apparentes contradictions le sont pour vous ou pour moi, mais en fait, pour ces gens-là, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a qu'une espèce de tactique communicative pour garder et imposer leur point de vue. Dans une lettre rendue publique que l'on trouve sur Place d'Armes, vous écrivez, je vous cite, « Le 24 février 2022, début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine n'est pas un pays de l'Union européenne, c'est ce que vous écrivez, oui. Ni un membre de l'OTAN et n'a aucun accord de défense avec la France. Celle-là n'a pas non plus d'intérêts vitaux en Ukraine. Oui. Il eût été pertinent de se poser la question de savoir si la France devait intervenir. » Alors, j'ai envie de revenir à ma question un petit peu du départ, du début, Général Coustou. Pourquoi, à la lecture de votre lettre, s'oppose-t-il un problème lié à la légalité? Une fois de plus, la décision du président n'incombe que lui. Le Parlement a été totalement ignoré. Il ne s'est pas prononcé. Maintenant, il n'a pas été consulté d'ailleurs. Oui, mais maintenant, on entend qu'il veut consulter le Parlement devant le tollé de la dernière déclaration concernant l'engagement de nos troupes en Ukraine. Bon, pourquoi? Parce qu'il se rend bien compte que quand même, il faut ménager la chair et le chou. Hein? Bon, en fait, cet engagement en Ukraine, la Russie n'est pas notre ennemi. L'Ukraine est un pays avec qui nous avions des relations ordinaires. Nos intérêts vitaux n'étaient absolument pas engagés dans ce pays. Nous n'avons rien à faire là-bas d'un strict point de vue légal. C'est un choix politique. C'est un choix politique qui engage le président. Mais dans le papier que vous évoquez... dans votre lettre? Oui, vous pourriez lire les deux dernières lignes. Qui veut mourir pour l'Ukraine? Ça, c'est la vraie question de la légalité, parce que c'est le peuple qui est souverain. Dans la Constitution, article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple. Est-ce que le peuple a envie de mourir pour l'Ukraine ou en Ukraine? J'aimerais qu'on pose la question, en particulier à nos soldats. Les soldats, ils veulent bien donner leur vie pour la France. Moi, je me suis engagé à Saint-Cyr pour ça. Je savais quelle était la règle du jeu. Mais nous ne sommes pas des mercenaires. Moi, j'ai toujours obéi au ministre, au président, à la République, mais j'ai servi la France. J'ai servi la France. Donc, je ne vois pas au motif de quoi nous irions mourir en Ukraine, sauf que, une fois de plus, le président décide seul, il a tous les pouvoirs et il en abuse.
La légalité, elle est dans la volonté du peuple. Or, je rappelle quand même que sous le règne de notre président Sarkozy, il y a eu un référendum auquel le peuple a dit non à un transfert de souveraineté à l'Union européenne. Sur lequel il est passé. Et ensuite, Traité de Lisbonne. on a abouti au traité de Lisbonne, dont Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, avait dit qu'à quelques virgules près, c'est la même chose. Et là, nos représentants, puisque le peuple exerce sa souveraineté soit par référendum, soit par ses représentants, on dit oui. C'est-à-dire que les représentants du peuple ont trahi le peuple. Eh bien, le président continue de trahir. Ce qui d'ailleurs entraîne le fait que le régime devient putatif en droit strict. Je ne suis pas un juriste, hein, mais à partir du moment où nos représentants trahissent le peuple, nos gouvernants n'ont plus de légitimité. Est-ce que le début de nos ennuis, si je puis dire, du discrédit profond de la France dont vous parliez tout à l'heure, ne vient-il pas de 2009, le jour où Nicolas Sarkozy a décidé de réintroduire la France dans le commandement de l'OTAN, et mettant fin justement à la décision de De Gaulle en 1966? Je ne connais pas bien tout le fonctionnement interne de l'OTAN. Mais ce que je crois savoir, c'est que même par cette réintégration, la France conserve le pouvoir de décision d'engager ou pas ses forces. Simplement, il faut que nous soyons compatibles s'il y avait à intervenir, parce que c'est quand même une organisation dans laquelle nous en serons impliqués avec les pays alliés. Bon, alors alliés contre qui? Ça, c'est notre problème. Hein? Est-ce que l'OTAN doit perdurer? C'est encore un autre problème. On demande pourquoi. Sauf que l'OTAN est le bras armé des États-Unis, il faut être clair. Donc c'était la décision à ne pas prendre, Général Cousteau? C'est plus complexe que ça. C'était une façon de se vassaliser un petit peu plus. Mais il y avait les États-Unis, ça l'engage que moi. Hein. En tout cas, de mettre potentiellement notre dissuasion nucléaire entre les mains des Américains. Non. Alors là, il faut être clair, parmi les 5 pays qui ont un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et nous avons encore la clé de notre dissuasion. Le Royaume-Uni n'a pas la clé, c'est-à-dire que le Royaume-Uni ne peut utiliser sa dissuasion nucléaire qu'avec le feu vert des États-Unis. Donc ça reste national. Ça reste, nous sommes encore souverains. C'est un danger, compte tenu du danger que représente et que vous dénoncez Emmanuel Macron au pouvoir aujourd'hui? Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que mettre en cause la dissuasion, c'est déjà la moindre. Bon, il y a quand même tout un protocole. Il a avec lui un officier qui le suit avec les codes. C'est-à-dire que s'il a le pouvoir de décision en dernier ressort, avant d'appuyer sur le bouton, il y a quand même tout un processus. Il y a des gens qui vont pas se barrer, se mettre en travers de sa route, mais qui vont le conseiller, appeler son attention sur les avantages et les inconvénients de telle décision. Il pourrait désobéir. Il pourrait. La dissuasion, on veut qu'on reste flou sur le sujet. Hein, encore qu'il a un président, que j'ai cité tout à l'heure, qui avait dit que s'il avait eu le faire, il ne l'aurait pas fait. C'est que c'était une faute grave. Hein. Même pas sérieux. Voilà, donc là encore, c'est de la gesticulation. On a vu en Suède, il a parlé d'une façon libre, et à la fin, il a lu son texte. Bon, parce qu'il sait très bien quand même que c'est un sujet délicat. Mais la dissuasion, elle est française. Même si d'autres présidents ont dit qu'elle pouvait participer à la protection ou à la défense de l'Europe, c'est nous qui gardons la clé. Et il n'y a aucune raison pour qu'on engage notre dissuasion nucléaire pour protéger les intérêts vitaux de la Suède ou d'un autre pays de l'OTAN. En revanche, pour les nôtres, oui. Sauf que les nôtres, on ne les définit pas précisément. Ça fait encore partie de la dissuasion. Voilà, donc, moi je ne crois pas. Si à la dissuasion, vous en connaissez le principe, si elle a été mise en œuvre, les dégâts seraient tels pour les deux parties qu'aucune des deux parties n'a intérêt à ce que ça se produise.
Si on était vitrifié par quelque pays que ce soit, on aurait la possibilité de le handicaper de telle manière qu'ensuite, il soit complètement impuissant face à un troisième larron. Moi, je crois que les hommes seront assez raisonnables pour ne pas aller jusque-là. Et y compris notre président, parce qu'il n'en réchapperait pas. Vous pouvez avoir des blocos ou des abris, vous allez vivre combien de temps là-dedans? Un jour, il faudra bien sortir. Donc là, il faut être vraiment très réaliste. Moi, je ne crois pas à une vitrification. On a donné au président Poutine d'avoir brandi la menace de dissuasion. Je n'ai pas vu qu'il l'a fait. Alors, quand on parle de ce sujet, ben lui, en termes de gesticulation, il répond sur le même sujet. Mais il n'a jamais menacé l'Europe de nous vitrifier. En tout cas, il ne l'a jamais fait en premier. Mmh. Ce sera ma dernière question, Général Coustou. Actuellement, au moins 20 000 soldats participent aux portes de la Russie à un exercice militaire. Certains y voient une mesure de prudence, compte tenu du danger que représenterait, ou que représente, disent-ils, la Russie de Vladimir Poutine. D'autres y voient au contraire une provocation déguisée de l'OTAN. Quelle est votre analyse sur ce point? L'OTAN ne travaille pas pour nous. Nous avons déjà de graves difficultés de recrutement et de personnel dans notre armée. Je vous donne un exemple. En 2023, l'armée de terre a manqué de 2000 soldats. Il y a une hémorragie au niveau des cadres, parmi les colonels. Oui, il y a énormément de départs. Je vous donne un exemple concret. Un officier me disait tout récemment, il manquerait 150 colonels dans l'armée d'ici à l'été. Je ne connais pas le chiffre exact. Un exemple concret. À l'École nationale des officiers actifs de Saint-Mexan, où j'ai passé 4 ans quand même, il y a plus de 20 ans de ça, nous étions 4 colonels monochromes, c'est-à-dire, on ne dit pas plein, monochromes. Eh bien, pour le 14 juillet dernier, j'ai ouï dire que le général avait un problème, c'est qu'il n'avait pas un colonel à mettre pour défiler en tête de l'école. Fort. Eh bien, c'est lui qui s'est, je ne dirais pas déguisé, Qui va jouer au colonel. qui s'est habillé avec un uniforme d'élève, où je l'ai vu, et qui a défilé en tête. C'est-à-dire que dans l'armée, normalement, lorsque le chef disparaît, c'est le second qui prend la place. Et quand il y a un soldat, c'est lui le chef. Eh bien là, c'est le monde à l'envers. Il n'y avait pas de colonel. C'est le général qui a défilé en tête des troupes. Alors peut-être qu'il a vu des ordres, j'en sais rien, je ne connais pas les détails. C'est un truc de fou en tout cas. Il n'empêche, la réalité, c'est qu'il manquait de colonel. Bon, il y a une hémorragie. Pourquoi? Parce que les gens se rendent bien compte. Aujourd'hui, la mission n'est pas exaltante. Je rappellerai quand même qu'en 1995, moi j'étais à Rennes à l'état-major, j'ai envoyé l'ordre d'engagement du premier détachement Vigipirate. Presque 30 ans après, on appelle ça Sentinelle. Quand je vois nos soldats au milieu de la foule, dans les stations de métro ou de RER, quand j'entends le chef d'état-major de l'armée de terre qui dit, en prenant ses vœux, qu'une des grandes missions de l'armée de terre sera de sécuriser les Jeux Olympiques. Est-ce que l'armée est faite pour ça? C'est pas son rôle. Le problème, c'est que c'est le politique qui est responsable de ce délitement que nous dénoncions. Alors, quand on fait une manœuvre de gesticulation au port de la Russie, c'est encore de la gesticulation otanienne. Alors, C'est de la provocation? oui, quelque part, mais je crois que ça fait partie du jeu. C'est pas nouveau, hein. On parle de manipulation, c'est pas nouveau, ça fait partie de la guerre. On brandit la menace, mais je ne crois pas qu'on ira aussi loin qu'on pourrait le craindre. Est-ce que, franchement, vous pensez que M. Poutine a envie de venir se baigner les pieds dans l'Atlantique ou dans la Manche, en envahissant le Liechtenstein et la France? Il n'y a pas besoin de ça. Il suffit de regarder une carte de géographie. Bon, donc tout ça, pour moi, ça fait partie de la gesticulation. Et puis... Vous n'y croyez pas, donc vous n'y croyez pas du tout. Non, il faut bien voir aussi que, vis-à-vis de ceux qui financent, l'OTAN et nos gouvernants ont besoin de montrer quand même qu'il se passe des choses. Mais aujourd'hui, qui peut raisonnablement penser que l'Ukraine va gagner face à la Russie? Irréaliste. Non, mais il y en a encore qui le clament.
qu'il proclame, réalise. Donc ces manœuvres, comme bien d'autres, pour moi, ne sont que de la gesticulation que je qualifierais de normale. Là. Mais il y a quand même un mot que je voudrais, je ne sais pas si c'est le mot pour la fin, mais moi je vais vous le dire. J'ai avalé un certain nombre de couleuvres moi-même. Lorsque vous étiez en activité. À une époque, comme disait, la menace est à l'Est. C'est l'Union soviétique, le pacte de Varsovie, le bloc communiste. Et on nous seraignait les oreilles tous les jours. Moi, j'étais capitaine. J'avais le nez dans le guidon. J'ai utilisé cette expression qu'on m'a reproché en me disant que j'étais méprisant. Pas du tout. J'ai tout donné à mon métier. J'avais le nez dans le guidon, dans la mesure où je faisais mon métier. J'avais 6 enfants derrière. Alors, je me suis frotté les yeux quand, en mai 81, le président est arrivé avec 4 ministres communistes du gouvernement. Mais je suis resté. J'avais le nez dans le guidon. Aujourd'hui, quoi qu'il se passe, et là j'appelle vraiment mes camarades, mes jeunes camarades, même s'ils sont plus gradés que moi, il ne faut pas abandonner le poste. Parce que c'est la France que vous servez, c'est la France que je continue à servir, et cette France, je suis sûr qu'elle va renaître. Parce que si je n'y croyais pas, je ne serais pas avec vous, tout charmant que vous êtes, avec Nexus, je serais allé voir mes homards. Donc, la France, je crois qu'elle redeviendra ce phare de l'humanité que jamais elle n'aurait dû cesser d'être. C'est ma conviction. Alors, pour ceux qui nous taxent de faire du blabla, des logorées et des discours, l'action, il y en a. Venez me voir, j'embauche. Voilà ce que je peux vous dire, mon cher. Donc vous regrettez, Général Coustou, vous désapprouvez ou vous regrettez le départ de vos confrères Je ne me permettrai pas de juger. Vous savez... vous le regrettez. Chacun agit en fonction de ses conditions particulières. On pourrait parler de l'Algérie, de l'Ouest, etc. Comme il s'appelle, Élie Samar avait dit, hein, on peut tout demander à un soldat. Donner sa vie, c'est son métier. On ne peut pas lui demander de se parjurer, de trahir et de trahir son honneur. Ce sont des choses qui sont difficilement compréhensibles par le civil ou l'énarque hors sol qui ne sait pas de quoi il parle. Il y a eu récemment une étude de la Cour des comptes de ce qui s'est passé à l'Académie militaire de Saint-Cyr. J'ai lu ce document, enfin une partie. On voit bien qu'on a affaire à des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. On n'a pas le même vocabulaire, on n'a pas le même logiciel, j'en reviens à ça. Donc, les camarades qui sont partis, c'est fait. Il a de très grandes valeurs, j'en connais. C'est dommage, ils ont agi selon leur conscience. Si la mission était un peu plus exaltante, réaliste et conforme à l'engagement qu'ils ont pris au départ, ils seraient restés. Moi, je ne le reproche pas. Je le regrette, mais je n'irai pas au-delà. Avant de vous quitter, Général Coustou, voulez-vous ajouter quelque chose que vous auriez envie de dire? J'ai envie de vous dire, on continue de se battre pour la France, parce que ces traîtres, un jour, devront rendre des comptes. Alors, vous cherchez de l'action, je vous attends. Merci, Général Coustou. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir reçus. Merci.